C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. J'accueille un nouveau plateau avec Julie et Maud. Bonsoir à toutes les deux. Est-ce que ça va? Ça va. Tout va bien. Re-bienvenue, Julie, tu étais venue il y a une petite année. Ici. Ouais, c'est ça. Il y a eu du changement en un an, on va en reparler, dont un podcast. Maud, tu es l'alternante de la semaine. Je vous rappelle, on reçoit toutes les semaines des alternants alternantes qui recherchent une entreprise pour leur future alternance. Donc toi, tu es à Césacom, C'est ça. au Mans, à côté de la gare Nord. Et tu es une passionnée de musique, t'aimes créer. Alors raconte-nous un peu ton histoire, ton parcours jusqu'à arriver ici pour Césacom du Mans. Moi, j'ai fait un bac général, donc je savais pas vraiment vers quoi j'allais me diriger. Je savais que je voulais quelque chose d'artistique et humain, et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans la communication. Voilà, tout ce qui est création, communauté et tout. Donc ça t'a toujours plu, c'est le côté créativité, communication, créer des choses, une page blanche finalement? La créativité, ça c'est sûr, mais la communication, je voulais pas m'y diriger parce que j'ai déjà mes sœurs qui sont dans ce domaine. Je me suis dit, je vais les copier. Tu avais un aperçu déjà? C'est ça, et en fait, c'est exactement ce qui est fait pour moi, donc j'y suis allée. Allez, go, c'est parti. Passionné de musique, c'est ça. Tu fais plusieurs instruments, c'est ça? Tu chantes aussi? Oui, les trois. Je fais partie d'un orchestre depuis que je suis petite, donc je fais de la batterie et du xylophone. Ok. Voilà, et je chante dans un groupe depuis quelques temps, donc c'est sympa. Le groupe s'appelle comment? You're Fired. Est-ce que vous allez jouer bientôt? Il y a des scènes de prévues ou pas du tout? Pas encore, mais j'aimerais bien faire de la musique 2026 ou des choses comme ça. Pourquoi pas, dans une petite année, on verra bien. Et j'ai vu que tu avais fait un stage événementiel chez Fabio Rubino aussi sur ton CV. Oui, c'était le temps d'une soirée, donc le Mans Fashion Show. Ok. C'était ma première expérience événementielle. Très intéressant. Ça t'a plu, oui? Oui. Alors, tu as déjà eu un entretien pour cette alternance? J'ai eu quelques entretiens, mais pas de réponse pas beaucoup, pour l'instant. Okay. Voilà. Est-ce que tu as une entreprise ou un domaine d'activité où tu aimerais aller, vraiment le truc qui te ferait rêver? Ce qui me ferait rêver, ce serait vraiment la culture, l'artistique, la musique, mais une agence de communication ou vraiment un domaine qui permettrait d'apprendre comme ça pourrait être encore mieux, encore super. Affaire à suivre, hein. Les agences qui nous regardent ce soir, n'hésitez pas à la contacter. Bien évidemment, il y a son mail qui est à l'écran actuellement et aussi sur le replay de la chaîne YouTube en description, en lien cliquable. Jusqu'à septembre pour trouver une alternance, c'est ça? Jusqu'à décembre. Décembre, donc il y a largement encore le temps pour trouver, mais plutôt sera venu. Donc il y a de la musique, on disait. Est-ce que le groupe, on peut vous suivre quelque part sur les réseaux ou pas du tout? Pour l'instant, non, malheureusement. Bientôt, j'espère. Mais toi, on peut te suivre sur LinkedIn en tout cas. Oui. Voilà, pour te contacter directement. On va finir par un tac au tac, donc c'est des questions très simples qui changent un petit peu de ce qu'on peut trouver habituellement. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-ci? La téléportation. Ok. Donc, parce que comme ça, on peut aller partout. C'est plus rapide, voilà. Ouais. Ce serait très bien. On parle de musique avec toi. Si tu devais faire un duo avec un artiste, une artiste, un groupe, ce serait qui? C'est dur de choisir. Oui. Soit Billie Eilish, que j'adore, ou j'ai adoré avec System of a Down. Ah oui, on est sur deux styles complètement différents. Alors Billie Eilish, ça tombe bien qu'on en parle. Sur ton portfolio, tu as fait une maquette d'un magazine, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs exemples de ce que tu peux faire. C'est ça. Si tu étais un personnage imaginaire, ce serait le ou laquelle? Je m'étais dit le Chapelier Fou. La version de Tim Burton avec Johnny Depp, Ok. Si tu devais te présenter en quelques mots-clés, ce serait lesquels? Curieuse, passionnée par plein de choses et vraiment flexible. Voilà, c'est ça le principal. Voilà, en tout cas, merci, reste avec nous. Et maintenant, il est temps de passer à ma prochaine invitée, et c'est maintenant. On va parler avec toi de TDAH, de parentalité, où tu accompagnes les enfants entre 4 et 12 ans, les adolescents aussi, les parents, beaucoup de personnes. C'est vrai qu'en un an, il y a eu beaucoup de changements. Pourquoi t'être aujourd'hui... Alors, on va rappeler ce que c'est être TDAH, c'est quoi exactement? Alors, si je peux me permettre déjà, on n'est pas TDAH, on a un TDAH. On a un TDAH, pardon. Je le précise parce que c'est souvent le cas. Non, mais c'est bien, je fais des erreurs, on est en direct, évidemment. Et en fait, le principe du TDAH, c'est que en fait, le TDAH, c'est déjà le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et c'est un trouble du neurodéveloppement, ce qui veut dire que non, ce n'est pas un effet de mode. Non. Et en réalité, c'est le fait d'avoir en fait un cerveau qui structurellement est construit différemment de la norme. Et ces différences structurelles entraînent des différences cognitives, donc c'est-à-dire dans sa façon de penser, mais aussi des différences dans l'exécution qu'on peut avoir, donc dans certaines capacités exécutives au niveau des mouvements qu'on peut avoir. Et tu as fait une vidéo sur Instagram qui explique vraiment bien
quand on va faire quelque chose, tu peux pas prendre ta carte bancaire pour payer. Ah oui. C'était la cantine, je crois, sur Instagram, la crèche, et que tu vas vouloir payer, et du coup, tu penses à autre chose, et il y a plein de choses qui s'accumulent, et exactement. tu payes. C'est un peu ça l'exemple, pour vulgariser, ce serait ça? En fait, ça serait surtout être totalement dépendant de la distractabilité. Tu vois, typiquement, moi j'ai mon propre TDAH, puisque je vis avec ce trouble, et c'est quelque chose de tout bête, mais le fait de te voir bouger tes feuilles, le fait d'avoir une télé derrière avec des bandeaux, le fait d'avoir, tu vois, les gens ne le voient pas, mais il y a des choses qui bougent sur le plateau, j'ai quelqu'un en face de moi. Il y a plein d'éléments. Exactement. Et en fait, on parle souvent d'inattention, alors qu'en réalité, on est plus sur une distractabilité, parce qu'on a un cerveau qui a une capacité de capter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de détails et beaucoup plus rapidement que le reste de la moyenne. Et donc, en fait, ça crée une distraction pour notre cerveau, qui du coup va se mettre à perdre le fil ou bien à papillonner, tu vois, à certains moments. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le gros, voilà, le grand champ. Mais après, sinon, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres différences dans la gestion des émotions qui sont totalement dérégulées. Voilà, on est sur des montagnes russes émotionnelles, des difficultés d'organisation. Enfin, on est vraiment sur un panel. Il y a de l'impulsivité aussi. Ça dépend du type de TDAH, parce qu'il y a 3 types de TDAH différents. Donc, soit on a une dominante inattentive, soit une dominante impulsive, soit on a un combiné. Le combo avec à la fois l'inattention et à la fois l'impulsivité. Voilà, j'imagine qu'avec le combo, ça va être compliqué tous les jours. Pour avoir ce combo-là mixte, non, c'est pas facile tous les jours. En tout cas, c'est toujours pareil. En fait, l'idée, c'est de se connaître, de comprendre déjà le trouble lui-même, pour avoir un élément de compréhension supplémentaire de soi-même. Et en fait, moi, et c'est comme ça que ça se passe dans tous mes suivis, l'idée, c'est de comprendre pour pouvoir reconnaître et ensuite passer à l'action. Oui, bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est reconnaître dans son quotidien à quel moment c'est un trait de caractère ou à quel moment finalement c'est un des symptômes de notre trouble qui est en train de se manifester, et qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, pour en fait, mettre en place des ajustements avec des méthodes appropriées pour pouvoir diminuer les symptômes de mon trouble. Et en fait, moi j'aime bien dire vivre plus en harmonie avec son coloc. Parce que finalement, c'est un coloc. C'est ça, en fait c'est à vie et c'est invisible, mais pour autant il est là. Et de toute façon, tu en parles aussi sur ton site et sur les réseaux, c'est un handicap invisible. C'est ça, on le dit peu, mais oui. Et ce que tu disais aussi il y a un instant, ce n'est pas un effet de mode. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. C'est peut-être qu'on remarque de plus en plus chez certaines personnes aussi. C'est pas juste le dire j'en ai un pour en avoir un, c'est plus diagnostiqué aujourd'hui. Exactement, en fait c'est tout à fait ça. C'est que du coup tu te retrouves avec des parents, mais aussi des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation aussi, qui vont être du coup plus informés, parce qu'en fait au final c'est ce qu'on pourrait appeler un effet Barnum, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression de le voir partout, mais la réalité c'est qu'en fait la société est en train de s'emparer de cette spécificité-là, et donc comme on en parle et qu'on le comprend mieux, et que les professionnels, mais aussi les parents, et heureusement, sont de mieux en mieux formés et comprennent mieux le trouble, en fait, on est plus en capacité de le repérer. Et donc, du coup, il y a plus de personnes qui vont aller soit à l'âge adulte se faire diagnostiquer, soit diagnostiquer leurs enfants. Donc, c'est ce qui donne un effet supplémentaire. Mais au final, quand on regarde il y a 10 ans ou aujourd'hui la population, le nombre de pourcentages, il n'a pas évolué. En fait, on est toujours à 3,5 à 5% de la population. Et ça peut paraître peu, mais pourtant, c'est presque 1 million d'enfants. Aujourd'hui, c'est énorme. C'est un enfant par classe. Ouais, quand même. Donc, non, c'est pas un effet de mode. Et on s'en suit à comment tu accompagnes les parents, les enfants. D'abord, ils te contactent, ils disent ce qui se passe à la maison. Comment ça se passe en général quand ils te contactent, les personnes? Alors déjà, la plupart du temps, c'est via le podcast. Parce que les parents, voilà, les gens sont en recherche d'informations. Et comment ça se passe? Alors en fait, moi, j'accompagne pas les enfants. J'accompagne les parents d'enfants de 4 à 12 ans via ce qu'on appelle la guidance parentale. C'est une méthode de psychoéducation qui aujourd'hui est reconnue par l'OMS comme une technique à mettre en première intention en fait, pour pouvoir traiter, pas traiter, mais mettre en place une éducation en rapport avec les besoins de l'enfant. Et en fait, l'idée, c'est que donc, du coup, j'accompagne les parents. Après, j'accompagne aussi les adultes qui vivent eux-mêmes avec un TDAH. J'accompagne aussi les couples qui, du coup, vont être, eux, en fait, confrontés aux difficultés du TDAH de par l'un des protagonistes du couple. Bien sûr. Et ensuite, par contre, ce que je reçois aussi, c'est des adolescents, mais à partir de 16 ans. Parce qu'entre les deux, c'est compliqué, l'adolescence, pour arriver à
on va dire, à leur faire dire des choses. Donc, il y a une coupure entre 12 et 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, pour moi, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Hein. Si les gens veulent te contacter, ça se passe comme ça? C'est ça. C'est jusqu'à 12 ans, je guide les parents, et à partir de 16 ans, je m'occupe des enfants. Et en fait, voilà, l'idée, c'est d'avoir un panel complet. Et comment ça se passe? En fait, il y a une première séance où on fait vraiment le bilan sur, OK, quel est le niveau de compréhension du TDAH, qu'est-ce qui est aujourd'hui en place dans le quotidien, qu'est-ce qui a déjà fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a de la médication, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a d'autres suivis, tout ça. Et en fait, après ça, ce qui se passe, c'est qu'on décide déjà ensemble s'il y a eu le feeling, parce que l'accompagnement, c'est d'abord une question de feeling. C'est clair. Et s'il y a eu le feeling, en fait, on y va, quoi. On commence le suivi, et là, on comprend, et en fait, on fait ce qui n'a peut-être pas été fait, c'est-à-dire amener la compréhension du TDAH, comment est-ce que je le reconnais dans mon quotidien, et quelles sont les méthodes et les outils concrets que je peux avoir à ma disposition pour pouvoir en fait, améliorer soit mon quotidien, soit celui de mon enfant, soit mes relations de couple, et tout. Et pour que ça se passe le mieux possible pour tous les acteurs de cette scène finalement. C'est ça. C'est pour ça que je dis que moi je suis coach pour les familles dans lesquelles le TDAH s'est invité. Voilà, c'est ça. C'est une belle expression, c'est un beau slogan. Ouais, je trouve ça joli aussi. Et tu parles de ton podcast, donc ça permet aux personnes de te connaître aussi, de connaître différents contenus. Je propose c'est qu'on regarde un extrait, on écoute un extrait de ton podcast, on en parle juste après. Regardez. J'arrive au bureau et tiens, notification comme quoi j'ai pas payé la crèche. Allez, je descends chercher ma carte bleue. Le lave-linge est terminé. Du coup, je plie le linge, je le remonte à l'étage. Logique. Ah putain, j'ai oublié ma carte bleue. Bref, je redescends la chercher. Tiens, si je passais un petit coup d'aspi. Allez, c'est bon, je remonte avec ma carte bleue, je me fais un café. Oh, tiens, mes plantes, c'est vrai qu'elles manquent d'eau quand même. Je vais les arroser, on sait jamais. Sauf que j'ai beaucoup de plantes quand même. 14h, j'ai complètement oublié un rendez-vous client. Bref, j'ai un TDAH. Alors là, c'est ce qu'on voit sur ta page Instagram, dont on parlait tout à l'heure. C'est le réel duquel tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Ton podcast, tu le sais toute seule, tu as des invités, à chaque fois tu choisis une thématique. Comment ça se passe pour la création de contenu par rapport à ça? Alors pour la création, moi, la plupart du temps, en fait, j'ai commencé par que des interviews. Moi, j'aime bien recevoir des personnes, on va dire, lambda, mais qui sont concernées par la neuroatypie au sens large. Ça peut être du TDAH, du haut potentiel intellectuel, du trouble du spectre de l'autisme, parce qu'on est tous finalement, entre guillemets, dans la neuroatypie. Et l'idée, c'est qu'après, je me suis donc réorientée sur le TDAH vraiment. Et donc, en fait, j'ai fait pas mal d'épisodes où j'étais seule aux commandes et seule au micro. Et en fait, les interviews commençaient à me manquer un petit peu. Et surtout, pour être honnête, j'ai été sollicitée par des personnes qui avaient, qui en fait, aussi bien des clients avec qui je travaille, que des personnes de mon entourage, que des personnes sur les réseaux sociaux, sont rentrées en interaction avec moi. Et en fait, les gens ont envie et ont besoin de raconter leur histoire et d'expliquer le parcours du combattant pour les diagnostics, etc., une vie où on ne se connaît pas et où on n'a pas conscience de son trouble. Et donc, en fait, là, je suis en plein enregistrement là, de plusieurs interviews. Donc, d'ici cet été, je vais alterner parce que j'aime bien le format interview. Donc voilà, je vais alterner. C'est dans les projets qui vont venir. De toute façon, on peut suivre toute ton actualité sur Instagram. Il y a aussi le site internet. De toute façon, tout est inscrit également sur le replay de la chaîne YouTube d'LMTV Certes. Merci beaucoup en tout cas, Julie, avec plaisir d'avoir parlé de TDAH, de parentalité et aussi de podcast. Bon courage, Maud, pour la suite. Merci. Et peut-être avec Julien, qui est en coulisses, peut-être prochainement. Après à suivre. Merci à vous deux dans un instant. On va recevoir 3 lycéens et leur professeur principal, mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.